accorder leur... Nous remercions aussi le CCFN de nous permettre d'emprunter leurs locaux. Pour aborder cette question qui nous préoccupe tous ce soir, nous allons d'abord écouter le témoignage de 5 étudiants de l'université Abdou Moumouni qui vont nous faire part de leurs différentes expériences lors de leur cursus scolaire lors de leur cursus scolaire en tant que futurs chercheurs. Les invités de notre panel feront ensuite part de leurs témoignages, part de leur expérience en regard de ces témoignages. Ensuite, viendra le temps des questions et le public pourra participer, ainsi que les personnes qui regarderont le webinaire à travers Zoom. Nous sommes donc réunis ce soir pour parler de l'avenir des jeunes dans la recherche au Niger. Je vais maintenant laisser place à mes camarades qui vous feront une description plus détaillée de notre panel. Bonsoir à tous, je vais maintenant vous présenter nos invités. En commençant par les dames, nous accueillons le professeur titulaire de biochimie, Madame Awa Sabo, qui est la directrice générale du CERMES et la présidente de l'Association des femmes scientifiques au Niger. Elle sera avec nous via Zoom dû à son voyage professionnel. Nous avons également avec nous le professeur Bakasso Yakoubou, qui est le directeur de l'école doctorale des sciences et de la vie et l'ancien doyen de la faculté des sciences techniques. Merci. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le professeur Bouchi Moukaila, qui est le chef du département des sciences biologiques de la faculté des sciences de la santé, qui est actuellement en route. Nous avons pour représenter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Talibi Hamidou Moussa, qui est le directeur général de l'enseignement. Il est chargé de la gestion de l'enseignement de toutes les universités du pays au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci. Nous avons également avec nous le docteur Guillaume Favreau, chercheur en hydrologie et représentant de l'IRD au Niger, qui nous parlera de ce que fait son organisme au Niger. Et pour finir, nous avons également invité M. Denis Reboul, ingénieur des arts et métiers et DG de la Seine, qui représentera le monde des entreprises, bien qu'il intervienne également auprès de l'université à travers un partenariat pour l'enseignement supérieur en Afrique avec la faculté d'agronomie. Merci. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, 5 étudiants de l'université Abdou Mouni vont venir nous faire part de leur cursus universitaire ainsi que de leurs projets professionnels d'avenir et des difficultés rencontrées tout au long de ce processus. Cette présentation se fera sur le même schéma que la célèbre émission Ma thèse en 180 secondes. L'objectif sera pour nos étudiants de nous faire part de leur parcours universitaire en 180 secondes. Nous allons donc débuter cette séance de témoignage avec M. Amani Noma Abdoulatif. Bonsoir. Je réponds donc au nom de Haman Noma Abdoulatif, étudiant inscrit en deuxième année de thèse en biologie végétale, spécifiquement en écologie et gestion durable de la biodiversité à l'école doctorale sciences de la vie et de la terre de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Alors, pourquoi faire la thèse? Du domaine donc de l'environnement, vu donc la dégradation de cette biodiversité qui est surtout liée aux aléas climatiques ou aux activités anthropiques, il est donc nécessaire de changer donc à une découverte plus spécifique de cette biodiversité dans le domaine de la recherche. Donc, ce qui nous a poussé un peu à changer donc à faire de la recherche d'une manière spécifique et particulièrement aussi vu le manque de corps enseignants dans le domaine des enseignements supérieurs. Il est donc nécessaire donc pour pouvoir pallier donc à ce problème de corps enseignants, de poursuivre donc les études jusqu'à la thèse et pour pouvoir répondre à ce défi donc d'ordre corps enseignant. Alors, faire une thèse au Niger présente des avantages tout comme des inconvénients. Donc, les avantages de cette thèse au Niger, elle nous permet donc d'avoir accès facile à notre milieu d'études, à notre comment dirais-je,
à notre milieu d'études. Et secondo, c'est d'être en contact direct avec notre encadreur. Et comme inconvénient, c'est surtout lié donc aux ressources financières. Pour faire la collecte, il vous faut un financement. Pour les recherches, la publication, tout ce qu'il vous faut, nous faut un financement. Et ça, et par manque aussi de collaboration avec les institutions, pour certaines données d'ordre climatique ou statistique, ça nous cause des problèmes. Donc, en un mot, donc, j'encourage tous les participants ici à poursuivre leurs études et aller jusqu'au supérieur, pourquoi pas faire une thèse au Niger. Je vous remercie. Eh bien, merci pour votre témoignage. Nous passons ensuite à la seconde étudiante, qui est Madame Salimata Mamadou Abdou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci. Je m'appelle Salimata Mamadou Abdou. Je suis doctorante en sciences politiques inscrite à l'école doctorale des lettres à sciences de l'homme et de la société de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Je prépare ma thèse sur l'action humanitaire menée dans les zones de conflit ici au Niger sous la direction du professeur Tijani Alou Mahaman. Je suis détentrice d'une licence en droit public et d'un master en études internationales, tous deux obtenus respectivement en 2018 et 2020 au Maroc. Faire une thèse sonnait pour moi comme une évidence. Voilà. Faire une thèse sonnait pour moi comme une évidence car cela permet déjà d'acquérir une expertise dans son domaine et bien au-delà, et cela représente un avantage considérable dans le monde professionnel et dans la vie sociale. Faire une thèse ici au Niger, pour ma part, a énormément d'avantages. Premièrement, non, c'est pas possible. Désolée. Donc, premièrement, la proximité de la zone d'études et du directeur de thèse favorise le maintien de la régularité et de la rigueur dans les travaux de recherche. Ensuite, le fait d'être sur place constitue un atout pour ceux qui évoluent déjà dans le monde professionnel et ceux qui sont à la recherche d'emploi ou bien d'opportunités de carrière ici. Ensuite, je peux dire que nous, thésards, faisons face à quelques écueils quand même dans nos recherches. Le premier que je vais aborder, déjà, c'est celui dont j'ai personnellement subi le préjudice, si je peux le dire, parce que n'ayant pas étudié ici, n'ayant pas étudié ici, c'était vraiment difficile pour moi, une fois de retour, de connaître les profs un peu, un peu le système d'inscription ici. Donc, c'est en ce temps que j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Tijani qui m'a aiguillée et qui jusque-là continue à guider mes pas dans le domaine de la recherche. Je vais un peu abréger. J'encourage tous les jeunes à s'intéresser à la recherche parce que c'est vraiment un monde fascinant, un monde plein d'opportunités qui forge le caractère et le mental intellectuel. Oups. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est donc ainsi que nous passons à Madame Santou Mamadou Abdou. Et bonjour à toutes et à tous. Et je me nomme Santou Mamadou Abdou. Je suis doctorante en génétique
à l'école doctorale des sciences de la vie et de la terre de l'Université Abdou Moumouni. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire pour m'avoir invité et donné l'opportunité de partager mon cursus scolaire et les difficultés rencontrées. Donc, après un bac D obtenu en 2012 au lycée Mariama, je m'étais inscrite à titre privé à la faculté de biologie et des sciences de la vie de l'Université de Maryland aux États-Unis. Et là, en plus de l'année de bain linguistique, 4 années d'études y étaient nécessaires pour l'obtention de la licence. Et au lieu de ces 5 années d'études, j'en ai plutôt fait 4, donc c'est-à-dire 1 année de langue et 3 ans de cours en continu, tout ça en supprimant, en me privant de vacances. Et l'autre difficulté majeure rencontrée aux États-Unis était l'assimilation des matières scientifiques telles que les mathématiques, la physique et la chimie en anglais en début de cursus. Là, c'était vraiment très laborieux. Donc, une fois la licence acquise en mai 2016, je m'étais inscrite toujours à titre privé au niveau de la faculté des sciences appliquées de Nijmegen aux Pays-Bas. Et là, les changements d'environnement d'ordre privé estudiantin et également culturels et sociaux, notamment la solitude et l'isolement pendant 2 ans, du fait de la stigmatisation en tant que noire et musulmane, ont été des épreuves et des leçons apprises. Et aspirant à contribuer au développement du Niger dans le domaine de la recherche, je suis rentrée en février 2019 avec le master en biologie moléculaire. 1 mois plus tard, j'ai intégré le centre de recherche du médical et sanitaire à l'unité de virologie. Et là, en voulant faire ma thèse en 2020, j'ai été obligée de m'inscrire à la faculté des sciences de l'UAM pour un master 2 en génétique, car il y avait eu un souci entre l'équivalence de mes crédits acquis dans le système anglophone et le système LMD de l'Université Abdou Moumouni. Donc, actuellement, je suis en thèse sous la direction du professeur Bakasso, ici présent, et du professeur Jambou, qui est là. Et pour finir, j'aimerais inciter tous les jeunes à s'inscrire et à aller jusqu'en thèse, car oui, les jeunes ont un avenir dans la recherche au Niger. Je suis la preuve. Je n'ai pas étudié ici, mais je me suis intégrée dans le système. Donc, j'encourage vivement chaque jeune à aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous poursuivons maintenant avec M. Mahaman Abdulkader Mustafa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, je suis Mahaman Abdulkader Mustafa. Je suis inscrit en 3e année de doctorat à l'école doctorale Lettres, Arts, Sciences de l'Homme et de la Société au département de géographie. Alors, je travaille sur les impacts de la pression foncière sur la gestion durable des aménagements hydro-agricoles dans la commune urbaine de Bernion-Kwandi. L'objectif visé à travers cette thèse est d'analyser les différents impacts de la pression foncière sur la gestion durable des aménagements hydro-agricoles ainsi que les stratégies développées par les ménages pour y faire face. Alors, les avantages de faire une thèse au Niger, il y a le fait d'être dans sa communauté, il y a la facilité d'être en contact direct avec les acteurs, ainsi que son terrain d'étude. Mais par contre, beaucoup aujourd'hui n'ont pas accès à une Internet de qualité. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas accès à une documentation riche et variée, étant donné que nos universités ne sont pas abonnées à des grandes revues scientifiques. Beaucoup n'ont pas accès à cette possibilité de faire une analyse approfondie de leurs données, étant donné que nos laboratoires ne sont pas équipés, d'autres n'existent que sur des papiers. Il y a également la massification du nombre de doctorants. Comparé aux enseignants de rang A, certainement beaucoup de gens vont se poser la question, mais si les doctorants disent qu'ils sont nombreux et ceux qui sont de première année ou deuxième année, qu'est-ce qu'ils diront? Mais ce qu'il faut retenir,
Quand on compare le nombre des enseignants, en fait, pour encadrer une thèse, il faut un enseignant de rang A. Et les enseignants de rang A ne sont pas nombreux au Niger. Du coup, le nombre de doctorants ne fait qu'augmenter en s'ajoutant le nombre des inscrits en Master 2, ce qui fait en sorte qu'au lieu de faire une thèse de 3, 4 ans, tu serais de faire 5, 6, 7 ans avant de finir sa thèse. C'est des difficultés dont malheureusement nous faisons face au Niger. Alors, j'encourage mes frères et sœurs à s'inscrire en thèse, particulièrement ceux qui sont détenteurs d'un bac à 8. Je suis un exemple vivant. On m'a dit que je ne peux pas rester à l'université parce que j'ai un bac franco-arabe. Alors, j'encourage ceux qui sont inscrits aux écoles franco-arabes de continuer et d'oublier davantage pour arriver à ce niveau. Je suis un exemple vivant pour vous. 30 secondes, merci. Je suis un exemple vivant. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais comme j'ai fixé un objectif, j'ai pu réussir et je suis actuellement à un niveau avancé de mes travaux de recherche. Alors, je vous invite aussi à faire comme moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons maintenant clôturer cette séquence de témoignages avec celui de M. Rafi Ousmane Abdoulaye. Bonsoir. Okay. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Rafi Ousmane Abdoulaye. Je suis étudiant inscrit à l'école doctorale des sciences de la vie et de la terre à l'université de Niamey. Je suis inscrit en 3e année de génétique. Et mon encadreur est professeur Bakasso Yakoubou, ici présent. Et nous travaillons sur le Balanites aegyptiaca. Donc, notre sujet de thèse, c'est analyse de la diversité génétique de Balanites aegyptiaca au Niger et importance socio-économique. Donc, pour faire le travail, nous collectons des données sur terrain. Donc, d'abord une enquête auprès de la population, puis nous collectons des données sur terrain. Donc, ce sont des données des feuilles et des fruits pour les analyses moléculaires. Thèse, avantages et inconvénients. La thèse est avant tout un projet professionnel qui permet au pays de se doter des cadres qui vont contribuer au développement. Pour faire une thèse, il faut un bon financement qui va permettre aux doctorants de mener à bien les activités de recherche, la collecte des données et l'analyse laboratoire. Et je suis boursier de l'ANAP, donc la bourse de l'État ici au Niger. Et cette bourse nous donne une allocation trimestrielle et les frais de formation de la thèse. Elle ne prend pas en charge et le frais de terrain pour aller collecter les données ou bien le frais d'analyse laboratoire lorsqu'il s'agit d'aller ailleurs pour analyser ces données, ce qui est très pénible et pousse les étudiants à chercher des bourses de mobilité. Et okay. Et pour ce faire, c'est très difficile. Pour le premier terrain, nous avons dû nous autofinancer pour aller collecter les données dans la région de Dosso. Par la suite, mon encadreur ici présent m'a financé pour aller collecter des données dans les 5 régions, Tawa, Maradi, Zender, et Agadez et Difa. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est les analyses moléculaires. Nous avons essayé de postuler à quelques bourses, mais ce n'est pas du tout facile. Souvent, on met sur la liste d'attente et puis par après, ce n'est pas du tout facile. OK. Donc, la thèse au Niger, c'est vrai, quand on n'a pas de moyens financiers, c'est dur, mais quand même, j'encourage les jeunes à s'armer davantage et s'inscrire quand même en thèse. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous remercions les 5 étudiants ici présents pour leur témoignage. C'était un challenge assez difficile, mais ils l'ont tous fait. Nous allons maintenant laisser la parole à nos spécialistes pour qu'ils nous donnent leur avis.
S'il vous plaît, avant de continuer, nous demandons aux invités de bien éteindre leur téléphone pour une bonne continuation de la conférence. Merci. Bonsoir. Face à ces témoignages, nous allons nous tourner vers nos invités pour leur demander de répondre aux questions suivantes en fonction de leur point de vue. D'après vos expériences personnelles, que pensez-vous de l'avenir des jeunes à la recherche au Niger? Vous avez un micro, monsieur? Oui, non, c'est pour vous dire que vous avez un micro chacun. Merci beaucoup. Je me présente, Hamidou Talib Moussa. Je suis philosophe de formation. Je suis également le directeur général des enseignements au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu un étudiant qui a fait franco-arabe et qui a montré que c'est possible de soutenir une thèse ici. Je pense que je peux partager aussi mon expérience parce que je peux dire que j'ai eu un parcours atypique. Moi, j'ai commencé par l'école coranique. Mes parents ont voulu que je sois marabout. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, à un moment donné, j'ai quitté l'école coranique pour l'école madrasa franco-arabe. Et à un moment donné, en classe de CE2, j'avais décidé de quitter l'école madrasa pour aller vers ce qu'on appelle l'école moderne, l'école française. Et c'est à partir de là que j'ai fait mon cursus, le lycée Kassei, et puis le CG2 et puis le lycée Kassei. Alors, en seconde, j'avais été orienté en seconde C, filière scientifique, sur la base, semble-t-il, de mes notes en sciences. Mais dès le premier jour de la rentrée, j'étais allé voir la directrice à l'époque, c'était Madame Munkaila, Fatouma Munkaila, et je lui ai dit que moi, j'ai une vocation littéraire et je souhaite changer de série. Ouais, j'ai passé toute ma vie à remettre en cause les projets qu'on avait pour moi. OK? Donc, c'est à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie. Déjà, en première, je savais que j'allais être comment on appelle en philosophie. J'avais, à travers la littérature française, la littérature africaine, donc j'avais nourri cette vocation de faire la philosophie. Donc, arrivé en terminale, mon prof de français, un certain Nouna Kosei, qui n'est plus de ce monde, avait souhaité que je fasse l'administration parce que, semble-t-il, j'ai un bon niveau de français à son goût en tant que prof de français. Je lui ai dit, non, monsieur, moi, je voudrais être prof de philo et enseigner comme vous. Donc, vous avez fait naître en moi la vocation d'être enseignant. Donc, déjà en première, donc en seconde, ça s'est confirmé. Et quand il a été question pour moi d'aller à l'université, à l'époque, on avait 3 choix. Donc, j'ai dit, premier choix philo, deuxième choix philo, troisième choix philo. Donc, il n'y avait pas d'autre choix. Et j'avais été orienté à l'époque avec la possibilité d'être orienté pour l'enseignement supérieur. J'avais la bourse et en même temps, je devais continuer au niveau de l'enseignement supérieur. Et quand j'avais fini la licence, donc c'est là que ça va être intéressant pour vous, parce qu'à l'époque, c'était à partir de la licence, il fallait continuer les études à l'étranger. On avait le choix entre aller en France, aller à Dakar, aller à Abidjan, où ils avaient déjà les autres filières. Et donc, moi, j'avais choisi d'aller à Dakar, où j'ai fait tout mon cursus, maîtrise, DEA, thèse, et j'étais revenu. Et donc, ce n'était pas possible à l'époque pour un étudiant de pouvoir avoir un avenir dans la recherche. Mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, dans beaucoup de facultés, les étudiants ne sont plus obligés de sortir pour aller poursuivre les études à l'étranger. On a eu des témoignages tout à l'heure. Je ne savais pas qu'il fallait faire intervenir les étudiants parce que moi, j'ai été invité comme directeur général de l'enseignement. Mais par hasard, j'ai 2 de mes étudiants qui sont là. Il y a un qui a soutenu sa thèse de philosophie il y a 2 ou 3 jours sur le statut de l'opinion dans le progrès scientifique sur la base donc de la philosophie de Gaston Bachelard. Et il y a un autre qui est en train de faire une thèse sur Rousseau avec des implications pour la démocratie au Niger. Donc, depuis les années, je dirais,
depuis 1900 et 2014, il n'est plus nécessaire de sortir pour faire ces études, sauf pour ceux qui veulent le faire. Du point de vue non seulement de l'université de Niamey, mais vous savez qu'en 2010, nous avons créé 3 universités, l'université de Zender, l'université de Tawa, l'université de Maradi. En 2014, il y a eu la création de 4 autres universités, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur est décentralisé au Niger. Il y a donc une proximité entre les étudiants et les universités. Ils ne sont plus obligés, ceux qui étaient à Agadez et qui devaient venir à Niamey, ne sont plus obligés de le faire aujourd'hui. Et toutes ces universités ont des spécialisations sur lesquelles on peut revenir, si vous voulez, par la suite. Certainement que le directeur de l'école doctorale de sciences, en prenant la parole, vous dira aussi que de son point de vue, il n'y a plus nécessité de quitter le Niger pour poursuivre ses études. Alors, pour répondre définitivement à la question, il y a bel et bien un avenir pour les jeunes qui veulent embrasser la science au Niger. En tout cas, pour beaucoup de domaines, il n'est plus nécessaire de quitter le Niger. Je ne dis pas que tout est rose, il y a énormément de difficultés, mais au moment où moi je soutenais ma thèse, je n'avais pas été soutenu par l'État qui devait me donner la bourse. Les 2 dernières années de mon cursus, c'était ma famille qui m'avait pris en charge. Aujourd'hui, j'ai un papier, même si je suis au niveau du ministère, un papier qui me dit que l'État me doit 2 années d'arriérés de bourse. Ça ne m'a pas encore payé. Voilà. Dois-je remettre la parole? Oui, s'il vous plaît. Et vous pouvez le donner à une personne à côté de vous pour répondre à la question posée tout à l'heure. Le micro est à... Ah, ok. Pour des raisons de temps, nous allons être obligés de vous demander de raccourcir un peu. Nous serons malheureusement limités à 3 minutes de parole pour chacun pour que tout le monde puisse vous entendre. On a envie de tous vous entendre. Merci beaucoup. En 3 minutes. Merci. Donc, l'intérêt de poursuivre ces études et une thèse en particulier au Niger. Alors évidemment, je peux pas être très bien placé pour en parler dans la mesure où je n'ai pas étudié au Niger. En revanche, j'ai l'honneur et la chance de diriger une entreprise ici au Niger, la SEN, ou la SIN, selon le vocabulaire et la prononciation préférée. Et en fait, pourquoi est-ce que la SIN ici va intervenir et va soutenir, parfois en prenant en charge des frais d'analyse, parfois en faisant des dons, enfin en essayant de s'impliquer? C'est très très simple. Une entreprise, ça ne vit pas hors sol. Une entreprise, elle vit surtout une entreprise de service là où elle est. Et sur les 117 salariés nigériens, une entreprise a besoin d'avoir un contexte intellectuel, un contexte, une culture scientifique, une culture humaine qui soit propice, qui soit pertinente, qui soit brillante, si possible, pour y trouver que ce soit des salariés pour l'avenir, mais aussi simplement de ses partenaires. Ça veut dire que quand on va au ministère de l'Hydraulique, quand on va au ministère des Finances, c'est pour discuter, c'est pour échanger, c'est pour trouver des solutions à des problèmes, parce que des problèmes, il y en a, c'est normal, ça fait partie de la vie de tous les jours, et on a besoin d'une hauteur de vue, on a besoin d'une culture, et ce n'est pas vrai qu'il faut faire que de la finance pour travailler en entreprise. Il faut des philosophes, il faut des gens cultivés, il faut des gens qui prennent du recul, qui sachent conceptualiser les problèmes, qui sachent développer leurs méthodes et avec rigueur, et analyser les chiffres, analyser les données, comprendre l'être humain là où il est, comme il est, pour bâtir le Niger de demain et d'après-demain. Quand on travaille sur de l'infrastructure, on pense à 20 ans, on pense à 30 ans. On ne sera pas là. Moi, un jour, je partirai. Un jour, peut-être aussi, la Seine vivra une autre histoire. Mais ça reste quand même de l'infrastructure qui est destinée au pays, pour le pays. Et on doit la penser avec cette orientation-là. Et pour ça, il faut une certaine culture. Pour ça, il faut les outils intellectuels pour aborder ces problèmes-là et ces enjeux-là. Merci. Merci beaucoup. Merci, je venais juste d'arriver. Je venais de la... J'avais un cours avec les DS biologie.
La recherche, le financement de la recherche au Niger, je pense que c'est un problème très, très intéressant à plus d'un titre. D'autant plus que c'est un pays où tout est vierge. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses dans le domaine de la recherche, aussi bien dans le domaine de la santé, de l'agronomie, qu'au niveau environnemental. Mais ce que je veux dire aux jeunes qui veulent s'engager dans ce domaine, qui est très, très promoteur, c'est de s'armer beaucoup de courage et d'abnégation. Parce que comme mon frère a eu à le dire, le docteur et professeur Talibi, il y a beaucoup de difficultés quelquefois qu'on peut rencontrer quand on fait la recherche. Mais ces difficultés ne doivent pas décourager le chercheur, puisque c'est une vocation qu'il a devant lui, c'est un projet de recherche pour régler des problèmes de société, pour régler des problèmes aussi intéressants. Et il faut que les jeunes essaient d'embrasser le domaine de la recherche. Par exemple, au niveau de l'université, en particulier au niveau de la faculté des sciences de la santé, il y a plus d'une quinzaine de DS qui est maintenant sur place et que des gens travaillent d'arrache-pied pour faire un certain nombre de travaux de recherche de haut niveau. La grosse difficulté qu'on a dans ce pays, c'est peut-être que ce n'est pas tellement vulgarisé. La recherche n'est pas vulgarisée. Pourtant, il y a des choses très intéressantes qu'on peut mettre en application, aussi bien dans le domaine de la botanique, aussi bien dans le domaine des sciences sociales, philosophiques, historiques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le domaine. Donc, j'encourage énormément les jeunes à embrasser, à aller dans ce sens, à aller vraiment dans la recherche, parce que sans la recherche, on ne peut pas faire avancer un pays. Il faut de la recherche pour faire avancer. C'est vrai, c'est difficile. Quelquefois, on n'est pas toujours écouté, quelquefois, on n'a pas toujours les moyens, mais quand on a beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, on peut arriver à avoir des résultats qui sont des résultats aussi intéressants. Parfois, on n'a pas besoin de grandes technologies pour faire de la recherche, parce qu'on a besoin tout simplement d'un certain nombre de choses, de la recherche pratique, opérationnelle sur le terrain. On peut le faire, on peut bien le faire, qui peut faire avancer les structures nationales et tout le reste. Voilà ce que je voulais dire pour vraiment encourager les jeunes à ne pas se décourager, même s'il y a des difficultés dans la recherche. Merci. Monsieur Bakasso, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, compte tenu de la question de temps, comme vous l'avez souligné, donc je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont déjà eu à dire hein, sur l'avenir de la recherche. Le directeur donc, de l'enseignement du ministère l'a si bien dit. Hein. Moi, par exemple, je suis un fruit entièrement, en tout cas fait au niveau, en tout cas en Afrique, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour dire que, en fait, par rapport à la recherche, hein, parce que pour avancer, pour pouvoir se connaître soi-même, il faut bien, comme on dit, pour pouvoir avancer, il faut se connaître. Pour pouvoir développer le pays, il faut connaître les potentialités que le pays a en termes de ressources humaines, en termes de différentes ressources sur le plan environnement, etc. Et donc, par conséquent, il est extrêmement important de faire sa recherche au Niger. Et ça permettra, un des étudiants l'a dit, de maîtriser l'environnement, parce que le développement qu'on cherche de ce pays, c'est à travers son environnement, à travers les ressources, à travers ses potentialités, à travers les différentes ressources humaines qu'on pouvait valoriser et faire avancer. Le professeur Bouti l'a dit, on n'a pas souvent besoin de trop de moyens assez sophistiqués pour pouvoir faire la recherche. C'est vrai, c'est assez nécessaire. Et j'ai bien aimé d'ailleurs l'approche de la coopération française actuellement, qui veut que, bon, c'est des petits séjours qui vont permettre aux étudiants d'aller pour certaines analyses, parce que, bon, quand on embrasse un domaine de la recherche, on n'a pas tout sur place,
Donc, il y a un certain nombre d'équipements qu'il faut. Bon, ça, c'est des séjours, vraiment. C'est important pour pouvoir maîtriser ces ressources-là. Mais également, le fait de se déplacer, d'aller rencontrer notre réalité, c'est assez nécessaire. Ça amène une ouverture d'esprit, ça amène donc une étude de soi. Donc, mais en réalité, donc, il faut bien, les études se font bien au Niger. Vous pouvez bien faire vos études au Niger vraiment sans problème. L'autre difficulté qu'un de témoignages a souligné par rapport à la durée, en général, c'est beaucoup plus lié aux conditions sociales que pratiquement aux études. Parce que les étudiants, de plus en plus, ils n'aiment pas se sacrifier, se concentrer, se ramener complètement, donc s'investir à leur recherche. Bon, ils sont dispersés et il va de soi. Quand vous faites la recherche, vous partez faire des enseignements à gauche et à droite, c'est tout à fait normal que ça prend énormément du temps. Et donc, c'est ça la réalité. Donc, vraiment, l'environnement, en tout cas, pour pouvoir faire la recherche par rapport au Niger, pour maîtriser l'environnement du Niger et pour aller impulser le développement de ce pays, il faut pouvoir faire ces études ici pour pouvoir maîtriser les différents domaines qui existent, les différentes potentialités, les possibilités donc, de pouvoir avancer. À mon arrivée à l'école doctorale et les expériences que j'ai des étudiants que j'ai eu à encadrer, et j'ai eu à participer à plus d'une cinquantaine de thèses de la sous-région, j'avoue sincèrement que les formations qu'on fait ici, donc vraiment, je n'ai aucun complexe par rapport à ce qu'on est en train de former ici. Et au contraire, j'ai tellement vu des thèses qui nous viennent de la sous-région. J'ai participé à, comme je l'ai dit, plus d'une cinquantaine de jurys dans la sous-région. Et donc, il n'y a aucun problème pour pouvoir se former au Niger. Et comme on dit, c'est dans la difficulté, comme on dit chez nous, qu'on grandit. Il faut voir, effectivement, connaître cette réalité pays et chercher maintenant à le sortir de ça. Donc, c'est ça la recherche aussi. Merci. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Guillaume Favreau, je suis le représentant de l'Institut de recherche pour le développement au Niger. Et je vais prendre un point de vue un peu global pour dire que l'IRD est présent dans une trentaine de pays en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, en Méditerranée, en Asie du Sud-Est. Et pour dire que je voudrais peut-être reformuler le titre et dire que oui, on peut se poser la question si les jeunes ont-ils un avenir dans la recherche au Niger, mais en fait, en réalité, est-ce que la recherche au Niger a un avenir sans les jeunes? Et la réponse est non, parce qu'en fait, on est dans un monde, comme vous le savez, en pleine mutation démographique, en pleine mutation environnementale. On est dans des milieux qu'on ne maîtrise pas toujours très bien. Et donc, c'est vous, les jeunes, qui, en faisant de la recherche, allez pouvoir assurer la pérennité des ouvrages de développement qui se font jour dans le pays. On ne peut pas penser le développement maintenant dans un monde statique. C'est un développement qui se trouve dans un monde dynamique et seule la recherche peut apporter une idée précise des trajectoires sur lesquelles se font les investissements. Donc, au Niger, en fait, je voudrais aussi déconstruire quelques idées reçues, comme quoi j'entends parfois dans les colloques internationaux, vraiment, c'est difficile de faire de la recherche au Niger, il y a peu de moyens. Mon avis est différent. En fait, il y a beaucoup de financements disponibles au Niger pour faire de la recherche, pour peu qu'on aille les chercher. Et pour cela, s'allier avec des collègues de la sous-région, dans l'espace de la CEDEAO, dans l'espace de l'Union africaine, il y a beaucoup de bailleurs internationaux qui sont là, disponibles, prêts à mettre des moyens sur des chercheurs de qualité. Récemment, il y a des programmes qui se sont fait jour, les bourses Arise pour les postdoctorants qui veulent revenir travailler au pays. Et en réalité, quand je compare nos moyens et l'écoute que nous, on a, chercheurs en Europe et en France, par rapport à nos politiques, je trouve qu'au Niger, les enseignants-chercheurs sont beaucoup écoutés par les politiques et que la place du chercheur et des enseignants-chercheurs au Niger est très centrale, est très écoutée et que l'accès aux politiques est très facile, beaucoup plus qu'en France, par exemple. Et que les moyens pour aller chercher des financements sont parfois beaucoup plus nombreux qu'ailleurs. Alors, il y a beaucoup de choses à découvrir. La recherche, c'est aussi de la passion. On trouve des solutions. Il y a des inondations à tel endroit. Quelles sont les solutions à trouver?
pour développer la filière de la gomme arabique? Quels sont les déterminants qui vont permettre d'augmenter la production et de vendre sur le marché? En réalité, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de potentiel et la recherche a beaucoup de potentiel pour aider au développement du pays dans plein de domaines. Dans le domaine de l'énergie, on va voir que le Niger est central dans le domaine du solaire. L'université Abdou Mouni porte le nom d'un très grand chercheur dans le domaine du solaire. Vous avez un historique, il y a un historique de recherche au Niger et c'est à vous les jeunes de pousser l'avenir de la recherche. Et encore une fois, pour moi, j'ai un discours extrêmement positif. Il y a des moyens pour ceux qui étaient allés le chercher. Il y a du relationnel, il y a un contexte international qui est favorable pour mener de la recherche au Niger. Je vous remercie. Merci pour vos interventions. Donc, nous allons continuer. Monsieur Reboul, excusez-moi, vous qui êtes du monde des entreprises, que pensez-vous des formations données à l'université? Pensez-vous qu'elles servent dans le monde du travail? Oui, sans aucun doute. Enfin, il n'y a pas de… tous les salariés que nous avons sont tous nigériens, sauf une personne d'origine togolaise, une personne algérienne et moi-même. Donc, fonctionne depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, j'ai aucun doute sur l'adéquation, je dirais, des formations et avec le monde de l'entreprise. Après, on fait une carrière dans une entreprise, on y évolue, il faut penser à se former, il faut se penser à évoluer, mais je n'ai pas de doute sur la possibilité et l'intérêt d'embaucher des Nigériens. C'est ce qu'on fait tous les ans. On a la chance d'avoir une croissance qui est régulière. On a encore beaucoup de travail à faire pour ce qui est de donner l'eau potable aux Nigériens. Ça manque encore, on le sait tous, et on le vit tous, surtout quand il fait particulièrement chaud. Mais aucun doute. Et on poursuit les partenariats avec nos collègues et avec les différents établissements. Merci beaucoup. Donc, avant de continuer, je voulais vous présenter, nous avons le professeur Awa Sabou qui est avec nous. Donc, justement, la question porte sur les femmes et j'aimerais que tout le panel, puisqu'il est majoritairement masculin, d'y répondre. Est-ce que les femmes sont assez représentées dans la recherche au Niger? Madame Sabou, s'il vous plaît. La question me revient? Voilà, merci. Je ne vais plus me présenter à cause du temps. Et je ne vais pas revenir aussi sur les points déjà développés par mes prédécesseurs. Et je dirais que la recherche au Niger pour les femmes est très possible. Nous sommes des preuves vivantes. Et j'avoue, je vais un peu revenir sur la question précédente. J'ai pratiquement fait tout mon cursus au Niger. Donc, non seulement c'est possible de faire à la recherche au Niger, et c'est aussi possible pour les femmes de faire la recherche au Niger. Malheureusement, comme vous dites, les chiffres ne sont pas très reluisants. Parce que si j'ai un petit exemple à côté de moi, avec 37% par exemple d'élèves qui admettent au bac, là où les chiffres sont suivis avec rigueur, on a 18% généralement de filles. Et avec les 18% là, les taux vont chuter. Et on va se retrouver à 18% entre le master et le doctorat. Donc, par exemple, on va se retrouver avec 8% pour les garçons et pour obtenir le master, contre 6% pour les filles. Et ça descend jusqu'à 2% au niveau du doctorat, et même pour les hommes, à plus forte raison les femmes. Donc, c'est bien possible et la nature a construit les femmes autrement parce que toute femme est une grande scientifique. L'exemple que je donne toujours, par exemple, quand une femme se positionne dans la cuisine, on est tous d'accord, même avec les mêmes ingrédients, nous allons sortir des plats différents. Et donc, c'est ce qui fait la particularité de la femme. Les femmes scientifiques existent, nous sommes là, nous sommes des modèles et nous sommes en train de construire un environnement favorable pour créer de l'émulation auprès des filles pour embrasser les filières scientifiques. Et je me plais toujours à répéter un slogan de la fac des sciences, tous pour la science et la science pour tous. Et je dirais que surtout les femmes, parce qu'on ne peut pas priver
près de la moitié de la population des sciences. Il faut que nous renversons les tendances. Et c'est bien possible pour les femmes de faire les sciences. Vous êtes par exemple dans les filières scientifiques, vous voyez bien au lycée, les femmes, elles excellent mieux que les garçons donc dans les filières scientifiques. Et nous avons chaque année les prix d'excellence qui sont délivrés, je ne sais pas, au niveau de la présidence. Vous avez constaté que la majorité, même celles qui admettent avec 19 ou bien avec mention, à partir de la mention bien, ce sont toutes des filles. Donc, n'hésitez pas. Et au-delà du bac aussi, il y a beaucoup de discriminations positives, que ce soit au niveau de l'attribution de la bourse, que ce soit au niveau des conditions, au niveau donc de l'université, parce que actuellement, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de l'université Abdou Moumouni, il y a même une crèche au niveau du campus où les étudiantes peuvent déposer leurs enfants et aller poursuivre donc leurs cours donc en classe. Donc, je ne sais plus si je suis dans les temps parce que je pouvais continuer à donner donc beaucoup d'exemples des discriminations positives qui sont en train d'être déployées pour permettre aux femmes donc d'embrasser les filières scientifiques et aussi en restant au front social. Parce que j'ai dit toujours aux étudiants, c'est vrai, il faut faire la science, mais aussi, n'oublions pas donc le front social. Et mes chers amis, donc voilà ce que je voulais dire et je reste à disposition pour répondre à toutes vos préoccupations. Je vous remercie et je vous encourage à aller de l'avant. Nous vous remercions, Madame Savou. Monsieur, à vous la parole pour répondre à cette question, puisque nous avons bien envie d'écouter vos réponses. Merci pour cette question. Il est méritoire de voir justement que cette organisation est tenue par les femmes. Donc, ça veut dire que c'est possible que les femmes aillent de l'avant, surtout dans un contexte nigérien où nous avons beaucoup de pesanteurs, les traditions, la religion, la famille. Il n'est pas évident pour la femme mariée avec la maternité de pouvoir aller vers la recherche. Mais Madame Sabo est l'exemple parfait que c'est fort possible de le faire avec beaucoup d'abnégation, puisque là où elle est professeure titulaire et peut-être même là où les hommes ne sont pas encore arrivés. Donc, à mon avis, c'est possible pour la femme de pouvoir le faire, puisque l'intelligence, là je veux faire appel à un philosophe qu'on connaît bien, Descartes dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Donc, c'est équitablement distribué en chaque être humain. Donc, c'est fort possible. Et nous, pour encourager cela, tout récemment, le 13 mai, vous savez, c'est la journée de la femme. Et nous sommes dans les cinquantenaires de l'UAM. Et nous avons couplé la fête du cinquantenaire avec l'hommage aux femmes enseignants-chercheurs qui ont marqué l'institution. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont de qualité. Mais c'est pour encourager aussi vous autres jeunes filles à aller de l'avant. Et je pense que Madame Sabo et tant d'autres, nous avons même eu une femme recteur, professeur Bouli, et qui a fait avancer l'université. D'ailleurs, c'est elle qui a provoqué le retour du Niger au CAMES. Et aujourd'hui, beaucoup de nos collègues profitent de ce retour au CAMES parce que c'est au CAMES qu'on fait l'évaluation des programmes, l'évaluation des enseignants-chercheurs. À l'époque, ça se faisait à un niveau interne où il y avait beaucoup de subjectivité, mais elle avait lutté contre même des collègues à elle pour imposer ce retour au CAMES. Donc, voilà moi ce que je peux dire. On vous encourage à aller de l'avant. Merci beaucoup. D'autres interventions ou on peut continuer? Bon, peut-être avant de parler de la question des femmes, je vais juste placer un mot par rapport à la question sur l'emploi. Et c'était d'ailleurs l'une des raisons, quand je prends par exemple l'école doctorale sciences de la vie et de la terre, en tout cas que je connais, et donc la faculté des sciences, la faculté d'agronomie, et en général, toutes les thèses, et c'est pour ça d'ailleurs que je disais tantôt, il faut faire ces thèses au pays. Donc, pratiquement tous les sujets qui sont développés, c'est lié à la problématique
du pays. Et donc, par conséquent, c'est quand même un emploi. Maintenant, peut-être il ne faut pas faire, peut-être, il y a peut-être une confusion, un amalgame qu'on fait. C'est-à-dire que, bon, le fait que peut-être l'État ne vous offre pas un emploi, donc on parle de l'adéquation emploi-formation. Nous, à notre sens, en tout cas, ce qu'on fait au niveau de ces deux domaines que je connais, c'est pratiquement lié à la problématique du pays. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Bon, malheureusement, on est peut-être dans un système où on ne développe pas trop l'entrepreneuriat, en fait, pouvoir s'installer à son compte. Mais sinon, quelqu'un qui a fait une étude, par exemple, je ne sais pas, sur la production d'une variété, par exemple, je ne sais pas, du niébé, ou si je prends par exemple une culture comme le manioc, plutôt l'oignon, où le kilo de semences va aller dans les 80 à 5 000. Donc, vous savez très bien comment produire ça, mais vous pouvez très bien travailler, engager même une équipe pour pouvoir faire ça, et puis vous serez un employeur au lieu d'être un employé. Et donc, c'est ça qu'il faut. Il faut faire cette différence, en tout cas, entre les emplois donnés, en tout cas, la fonction publique, etc., ou un certain nombre de choses, et l'adéquation, comme on dit, formation-emploi. Toutes les formations que les gens font à l'heure actuelle, c'est vraiment par rapport à la problématique du pays. Donc, l'emploi, il est là par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la question, un peu, ajouter un mot, par rapport à la question de la femme, ils l'ont dit, hein, c'est vrai que quand on prend, bon, de plus en plus, vous prenez du parcours du primaire jusqu'à l'université, bon, vous avez, au tout début, elles sont beaucoup plus nombreuses quand vous prenez le niveau inférieur. Et au fur et à mesure, le professeur Dali l'a dit, avec toutes ces pesanteurs sociales qui sont là, et c'est raison aussi pour laquelle, comme je disais, il y a à faire, il y a beaucoup, tout est à faire au Niger. Cette question pouvait être étudiée, réfléchie, et pour permettre, en tout cas, à tous de pouvoir vraiment s'exprimer. Et comme on dit d'ailleurs en matière de science, les femmes ont beaucoup plus de prédispositions pour pouvoir faire la science parce qu'elles sont plus attentives, elles sont plus curieuses, elles sont plus méticuleuses. Donc, bon, en tout cas, de manière naturelle, elles ont beaucoup plus de prédispositions pour pouvoir faire la science. En tout cas, donc, c'est vraiment... et celles qui arrivent à l'université, quand vous faites le ratio, en général, bon, quand vous faites proportion, elles sont souvent au-delà des hommes. C'est vrai que leur nombre est dit, mais quand on fait les ratios, comme on dit, vous faites la proportion relative, vous allez trouver que leur proportion en général, elle est supérieure à celle des hommes. Donc, c'est ça, chose. Donc, vraiment, c'est ouvert, tout le monde peut faire la science, et notamment, bon, c'est cette pesanteur-là, c'est ce problème social qu'il faut continuer à travailler. De toute façon, de plus en plus, ça s'améliore, et je pense qu'on peut pouvoir faire vraiment ça. C'est ça le problème. C'est vraiment rien que juste vraiment la pesanteur sociale. Comme le professeur Talbi l'a dit, une fois que la jeune fille est mariée, bon, il y a déjà une contrainte de ce lien de mariage. Puis quand elle commence les maternités, c'est évident qu'il y a des périodes forcées, donc elle est interrompue, etc., etc. Il y a toutes ces choses-là qui sont là, mais sinon, sur le plan potentiel, elles ont exactement le sinon même plus que les hommes. Donc, les femmes peuvent très bien faire ça. Ils ont fait des témoignages à l'université. On a de très grands scientifiques, en tout cas, femmes nigériennes, qui ont fait vraiment le bonheur. Nous, on est vraiment encadrés par ces femmes-là. Merci. Je vous remercie. Donc, je vous remercie pour vos interventions. À présent, nous allons laisser la parole au public qui a sûrement quelques questions à poser. Bonsoir, merci de me donner la parole. Le chercheur, qu'il soit senior ou junior, a besoin d'inspiration méthodologique à partir de ses pairs. Et cette inspiration méthodologique, ça se voit surtout dans
des publications dans les journaux. Le gros problème est que un chercheur du Sud africain, donc, et pire, francophone, peut avoir c'est l'accès donc à ces revues-là. L'accès qui est double, l'accès documentaire et l'accès linguistique. Parce qu'il est tellement à la mode en ce moment, même nous les francophones, de publier en anglais, parce que c'est la mode. Et cet accès peut être décourageant, peut décourager les jeunes à la recherche parce que finalement, ils n'ont rien par rapport à ça. Ce que je voulais poser comme question à vous, les élites, à vous les décideurs, la francophonie, tout ça là, est-ce que ceci est une préoccupation pour vous? Si oui, quelles sont les grandes mesures que vous prenez pour pouvoir enlever ces barrières qui sont à la fois documentaires et linguistiques? Merci beaucoup. Si vous le permettez, je peux essayer d'intervenir. Je dirais que la science, effectivement, pour la très grande majorité des disciplines, c'est la langue anglaise qui domine actuellement. Et hormis ceux qui ont l'anglais pour langue maternelle, on doit tous, à l'échelle globale, se mettre à l'anglais pour pouvoir publier quand on est dans ces disciplines, qu'on soit chinois, brésilien, indien, français, allemand, on doit se mettre à cette langue. Donc, c'est une contrainte qui est partagée à l'échelle globale. Donc, ça, c'est quelque chose. Et donc, tous nos doctorants, et même avant, sont encouragés effectivement à partir dans cette direction de maîtrise écrite et orale de l'anglais, parce que dans les grandes conférences internationales, c'est l'anglais qui doit être utilisé. Et que, en fait, c'est une contrainte qui s'impose à l'ensemble de la communauté scientifique globale et notamment nigérienne. Et donc, ça, c'est un premier élément de réponse et c'est quelque chose qui fait partie du parcours de tout un chacun qui faisons de la science. Le deuxième élément, pour l'accès à la documentation. Donc, l'accès à la documentation, c'est vrai, c'est une contrainte parce qu'il est maîtrisé par un petit nombre d'éditeurs internationaux qui font des marges bénéficiaires qui sont jugées excessives, hein, il faut le dire, et qui, là encore, sont quelques grands éditeurs internationaux. Donc, en fait, il y a deux moyens. D'abord, il y a certaines institutions internationales, dont l'IRD, qui mettons à disposition via des serveurs, et donc là, actuellement, c'est les serveurs qui sont à disposition au LASDEL, qui sont en accès libre, et on peut avoir accès à l'ensemble de la bibliométrie et de la bibliographie internationale, il faut le dire. Il y a aussi encore des bouquets qui sont rendus accessibles via l'Agence universitaire de la francophonie. Et en fait, je ne sais pas si je devrais le dire, mais en fait, il y a aussi des sites, et nos doctorants le font, qui sont des sites pirates où on peut avoir accès à cette bibliographie internationale. Alors, bon, ça, ce n'est pas forcément à dire de manière officielle, mais là, on est dans un cadre plus réduit, on n'est pas dans une instance internationale, donc je me permets de le dire, mais en tout cas, récemment, il y a eu une réaction à cette mainmise indue qui freine effectivement le développement de la recherche dans les pays où c'est difficile d'avoir accès à ces bouquets de revues internationales qui sont extrêmement coûteuses, qui se mettent en place. Et enfin, il y a aussi la possibilité, et c'est une autre solution, d'avoir accès aux préprints, les prépublications qui permettent d'avoir accès. Donc moi, je dirais qu'à travers l'ensemble de ces solutions, c'est vrai qu'il y a un écueil supplémentaire, mais il est levable, il est évitable, on peut le surmonter. Merci. Excusez-moi, nous allons laisser la parole au professeur Sabo qui aimerait répondre à cette question. Et voilà, et donc merci beaucoup. Moi, je dirais que on a trois préoccupations. Hein. En dehors de la barrière linguistique, de la documentation, il y a aussi le plateau technique. Donc, je voudrais vraiment ramasser donc, ces trois aspects. Et concernant la barrière linguistique, comme l'a dit tout à l'heure le représentant de l'IRD au Niger, ça ne se négocie pas. L'anglais, tout le monde a compris, moi je ne sais plus le nombre de publications en anglais que j'ai actuellement en tant que francophone. Et aussi,
Et dans les universités, nous, quand on avait passé à l'université, il n'y avait pas d'anglais. On ne nous enseignait pas l'anglais. Mais avec les LMD et tout ce que nous avons constaté au cours du cursus, de l'intérêt d'enseigner l'anglais. Actuellement, l'anglais est enseigné, je pense, jusqu'à master et à des volumes horaires très élevés pour permettre aux étudiants, en dehors donc de l'anglais qu'ils ont reçu dans les classes antérieures au premier cycle et au second cycle, de continuer à travailler leur niveau d'anglais. Et aussi, le plus souvent, à un niveau élevé, les masters, on leur ramène donc des articles en anglais au niveau donc des travaux donc de recherche. Donc là, c'est concernant donc la langue. Et aussi, il y a la documentation. La documentation, le problème est en train d'être réglé, en tout cas au Niger. Peut-être ce n'est pas très visible, mais nous avons le campus numérique. Nous, depuis à l'époque, moi, j'ai fait pratiquement toute ma carrière au Niger, tout mon cursus au Niger, et j'utilisais à l'époque, j'étais partie au Burkina Faso pour utiliser le campus numérique de l'université de Ouagadougou. Actuellement, nous avons ce campus-là qui est très bien développé au niveau donc de l'université Abdou Moumouni, et sans compter que nous avons plein de liens pour avoir accès à des publications gratuitement délivrées par les organismes. Moi, je pense qu'à l'époque, il y avait la FAO à travers Hinari. Et donc, vraiment, et surtout maintenant que la connexion est très facile, nous, à l'époque, on partait à l'hôtel Gaoué pour faire la connexion, mais nous arrivons quand même à faire la recherche en ligne et aussi à acheter la documentation. Donc, pour finir le plateau technique, le problème aussi est en train d'être réglé avec tous les exemples que nous avons eus de la possibilité de financement. De l'argent circule, il y a plein d'argent et donc pour non seulement faciliter la mobilité sud-sud et aussi plein de bourses pour faciliter la mobilité sud-nord pour nous permettre vraiment d'utiliser les plateaux techniques ou du moins les technologies pointues. Donc, voilà ce que je voulais donner comme réponse. Désolée si j'ai été longue. On peut dire quelque chose? Oui, bien sûr. D'accord. Pour la question de la langue, c'est un défi, hein? C'est un défi pour les francophones. Parce que vous allez dans les rencontres, dans les grandes institutions, c'est l'anglais qui prime. Moi, je pense qu'il y a un combat à mener à ce niveau, en tout cas pour nous autres francophones. L'anglais n'est pas meilleur par rapport au français, mais c'est un positionnement stratégique, géopolitique. Donc, c'est à nous de voir comment résoudre ce problème. Le problème est beaucoup moins difficile avec l'accès à la documentation. Parce que vous, jeunes d'aujourd'hui, vous avez quelque chose que les chercheurs d'antan n'avaient pas. L'accès à la documentation, aujourd'hui, par le numérique, vous pouvez accéder à beaucoup de bibliothèques numériques, beaucoup de bibliothèques universitaires. Si vous cliquez sur le campus, je dirais la bibliothèque numérique de l'université Cheikh Anta Diop, vous allez avoir accès à toutes les thèses qui ont été soutenues, puisque tout a été numérisé, et vous avez aussi d'autres documents auxquels vous pouvez avoir accès. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup plus de facilité. Je voudrais revenir sur la possibilité d'avoir un financement hors étatique. Tout à l'heure, il en a parlé. Je vous donne juste l'exemple de mon petit frère et qui enseignait au lycée les mathématiques. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais toi, tu enseignes le lycée en mathématiques alors que tes promotionnaires auxquels tu apprenais les mathématiques, quand vous étiez au lycée, ils sont à l'université. Qu'est-ce que tu attends là? Et donc, je lui ai simplement dit d'aller sur le campus numérique et il est allé, il a pu avoir la bourse pour aller faire le 3e cycle. Aujourd'hui, il est enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni. Il est plus précisément au niveau de l'Institut de recherche en mathématiques. Donc, vous voyez, il y a des possibilités qui sont là. Il suffit simplement de cliquer sur vos petits portables, vos Android,
plutôt que d'aller sur les sites de musique, de films, vous pouvez aller sur les autres sites je dirais, de financement ou les bibliothèques numériques. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, vous avez plus de facilité que ne l'avaient les enseignants-chercheurs de l'époque. Voilà. Bon, moi, je voulais juste parler par rapport à cette barrière linguistique, hein. Moi, bon, si vous l'avez appelé barrière, moi, je ne l'appelle pas vraiment barrière. C'est vrai que nous, on a été victimes, en fait. Si vous prenez, comment on appelle ça, les curricula au Niger, vous avez, depuis le collège, les gens font l'anglais, au lycée, ils font l'anglais. Madame Sabo vient de le dire, depuis l'avènement du LMD, de la première année jusqu'à master, les enfants de l'anglais. Et ce que j'ai toujours dit souvent aux étudiants, quand un étudiant arrive à l'université, j'ai dit, vous avez tout étudiant qui a eu régulièrement son bac, après avoir vraiment bien obtenu son bac, j'ai toujours dit aux étudiants, il a les prérequis pour pouvoir continuer ses études. Mais ce qui manque, c'est l'engagement, c'est la volonté, c'est tout. Le représentant de l'IRD vient de le dire. Et nous, on a un exemple palpable. On a une formation financée par les Allemands au niveau de Wascal. Cette formation-là, ces étudiants-là, on les prend, ils font, je pense, 2-3 mois de langue. Mais après ça, ces étudiants, aujourd'hui, c'est vraiment des vrais anglophones. Ils parlent correct tout ce qu'ils font. Il n'y a que nous, rarement, on a quelques enseignants de droit qui leur font des cours en français. Mais les mêmes Nigériens, là, c'est ce que j'ai souvent dit. Les autres qui sont en train de faire les masters dans le classique, et eux, mais en termes d'anglais, il n'y a même pas à comparer. Donc, c'est juste une question de volonté, c'est juste une question d'engagement. Et la base qu'on a dans le cursus de formation de l'anglais nous permet très bien, en faisant un petit effort, de pouvoir redresser la barre. Bon, malheureusement, souvent, c'est ça qui manque souvent à les jeunes. Donc, c'est ça. Maintenant, comme vous savez que c'est une barrière, c'est un problème, c'est-à-dire que dès la base, il faut prendre ces enseignements-là au sérieux. Hein, prendre ces enseignements au sérieux et que vous prenez, même quand vous prenez les exorants, il suffit qu'ils soient dans un environnement anglophone, en moins d'une année, ces gens-là, ils s'expriment et ils arrivent à s'exprimer en anglais. Donc, ce n'est vraiment pas, ça fait partie vraiment des efforts qu'il faut faire. Et je ne pense pas que ça puisse. Moi, c'est vrai que j'en souffre, hein, comme j'ai dit. Dr. Libid a dit, vous avez des conférences, vous avez des ceci, mais malgré tout, on est obligé de publier, de rédiger en anglais. C'est comme on dit, la langue de la science, elle est devenue la langue de la science. On ne sait peut-être pas par quelle osmose, par quelle gymnastique c'est devenu comme ça, mais bon, il faut faire avec. Et bon, le temps peut-être que, comme Talibi l'a dit, si ça pouvait se régler, bon, parce que moi, c'est la question que je me posais, pourquoi bon, on privilégie alors que nous, on a la possibilité de... Bon, on vous dit que, bon, pour pouvoir être lu, en tout cas de manière assez au rayonnement mondial, pour lu de manière chose, il faut écrire en anglais. Et je dis donc, il faut s'investir, ça fait partie, on est des apprenants, à un certain moment, vous êtes des jeunes, aujourd'hui, il y a des gens, même sur Internet, ils se forment. Il y a l'auto-formation. Quand on a un objectif, quand on sait où on veut aller, mais il suffit de s'investir en moins de choses, on transforme tout l'environnement. On transforme tout son environnement. Le financement de la recherche, le représentant de l'IRD l'a dit, ça existe effectivement. Parce que pour l'essentiel, par exemple, nous, des doctorants que nous, on prend, on s'assure qu'on a un programme de recherche dans lequel on va pouvoir les prendre en charge. Sans quoi, c'est un problème. Bon, pour le moment, un étudiant a fait le témoignage et la bourse ne couvre pas les frais les travaux sur le terrain. Et c'est pour ça que, bon, vous avez des appels qui se font, il faut le faire, il faut s'associer, c'est la recherche, c'est ouvert, et donc je pense que ça ne doit pas constituer véritablement un problème. Par rapport à la documentation, donc, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que les documents physiques
Peut-être ça cause un peu de problème. Nous, à un certain moment, quand on est arrivé au niveau de la faculté, on a essayé de faire des investissements pour acheter des documents. Mais aujourd'hui, le plus simple est là. Souvent, vous avez plein de sites et qui sont là avec des petits engagements. Vous avez l'accès à toutes ces documentations-là. Voilà donc ce que je voulais un peu ajouter. Bon, merci. Merci pour votre intervention. Nous nous excusons de vous avoir coupé précédemment et nous allons maintenant passer à une question suivante. Nous tenons d'abord à remercier les différents panélistes d'être là malgré leurs tâches multiples. Alors, ma question s'adresse à Monsieur le directeur général de l'enseignement. Au regard des différents témoignages de nos doctorants, nous constatons que la recherche est moins financée au Niger. Bien que nous n'avons pas reçu une idée du programme des politiques publiques. Je suis titulaire d'un Master 2 en droit public fondamental à l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso. Par exemple, l'année passée, j'ai eu une opportunité de bourse d'études en Suisse. La difficulté que j'ai rencontrée, la première, c'est de trouver un encadreur au sein d'une université publique suisse. Voilà. Donc, toujours par rapport au financement de la bourse ici au Niger, monsieur le directeur, nous vous formulons quelques propositions. Par exemple, la bourse peut couvrir tous les domaines de recherche, que ce soit les frais de transport, les frais de terrain, ainsi de suite. Des conditions qui visent à inciter nos chercheurs à s'inscrire en thèse. Merci. Donc là, c'est une question qui m'est adressée. Effectivement, la recherche est le parent pauvre du ministère et même des universités publiques. Si je dois prendre l'exemple de l'université Abdou Moumouni, à laquelle j'appartiens, on donne la subvention, mais quand on voit les rubriques, la rubrique recherche n'a rien. Moi, j'ai été secrétaire général du syndicat. Il peut témoigner, on avait lutté pour que 25% de la subvention soit consacrée à la recherche. Donc, on prend la subvention de l'université, on consacre 25% à la recherche. Et comment c'est dépensé? On demande aux équipes de recherche de faire des projets de recherche. Et c'est financé sur la base donc de la pertinence du projet de recherche. Et on souhaite que ça soit pluridisciplinaire pour qu'il y ait plusieurs disciplines qui travaillent ensemble. Et grâce à ça aussi, on a pu donner, comment on appelle, des voyages d'études à des chercheurs qui avaient besoin d'aller dans des laboratoires. Mais vous savez, il y a aussi un fonds de la recherche qui malheureusement n'est pas souvent alimenté. Alors, c'est toujours les problèmes liés, comment dirais-je, au budget alloué à l'enseignement supérieur. C'est des difficultés réelles que moi, je ne peux pas vous cacher, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure amener les autorités à avoir plus d'attention à la recherche. Parce que dans le cadre justement de la politique nationale de l'enseignement supérieur qui date de 2003, qu'on va réviser bientôt parce qu'on va aller vers les états généraux au mois de juillet pour voir quelles sont toutes les difficultés, les insuffisances liées à l'enseignement supérieur et faire des réformes et pour pouvoir aller de l'avant. Donc, nous sommes en train de voir comment amener l'État à accorder plus
de fonds à la recherche. Pour la première fois, au niveau du ministère, il y a un fonds qui est là, dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, un fonds qui est là, qui va permettre, par exemple, la professionnalisation des filières. On est en train de réfléchir à ça aussi. Et puis, l'Université de Niamey va bénéficier aussi d'un financement concernant donc, un projet sur l'agroalimentaire. Donc, c'est un projet pilote. C'est le premier, je dirais, financement que le gouvernement a eu de ce point de vue et on va essayer de faire avancer à ce niveau-là. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais c'est un peu grâce à la coopération bilatérale ou à la coopération multilatérale qu'on arrive à financer la recherche dans notre pays. Et grâce aussi à la coopération sud-sud, ça permet aussi de résoudre beaucoup de problèmes. En ce qui concerne justement les 3 écoles doctorales qu'on a à l'Université de Niamey, on a instauré ce qu'on appelle les doctoriels qui permettent par exemple aux Nigériens, aux Burkinabés ou aux Béninois de pouvoir profiter de l'expertise des enseignants-chercheurs où les étudiants viennent présenter leurs projets de recherche. Et ça a été bénéfique à tous les niveaux. Hein. Pour les enseignants, ça a permis la mobilité. Pour les enseignants, ça a permis aussi la mobilité pour les étudiants. Je crois qu'il y a deux de mes étudiants qui sont là, qui savent de quoi je parle. Ils ont bénéficié donc de ce qu'on appelle les doctoriels au niveau de l'Université de Niamey. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je ne sais pas si peut-être mon collègue a une autre, je ne sais pas, un complément à donner, étant donné qu'il gère une école doctorale. Merci. Je voulais faire une remarque par rapport à cette intervention, parce qu'en fait, pour remercier le panel qui est là, et notamment, disons, son franc-parler, juste pour recadrer par rapport aux étudiants et l'importance de la recherche et du financement de la recherche. Je rappellerai que donc moi je suis français, hein, en France, il y a un étudiant, pour tous les étudiants qui rentrent à l'université, il n'y a qu'un étudiant sur 3 qui finit une licence. En master, c'est 1 sur 5. En doctorat, c'est 1 sur 10. Donc, c'est très sélectif. Tous vos professeurs l'ont dit. Attention, il faut s'accrocher et il faut en vouloir. Et c'est vrai pour tous les pays du monde. C'est ça qui est important. Pour le financement des bourses, c'est pareil. Le problème, c'est que dans les autres pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou autres, pour faire une thèse, il faut une bourse. Mais c'est les labos qui obtiennent la bourse, ce n'est pas les gouvernements qui leur donnent la bourse. L'essentiel des bourses sont obtenues par les labos sur des projets de recherche. Donc l'essentiel, c'est qu'en fait, il faut surtout, comme l'a dit M. Favreau, il y a énormément d'argent au Niger. Et en fait, il faut déposer des projets, il faut écrire. Il y a plein d'idées à explorer. Et s'il y a des bons projets, il y a des bourses. Et c'est sur ces bourses-là que sont les étudiants. Mais il y a énormément de possibilités. Il ne faut pas attendre qu'un gouvernement de quelque pays qu'il soit, que ce soit le Niger ou autre, finance la recherche. Ce n'est pas vrai. Il va donner un peu pour financer les infrastructures, mais l'essentiel de la recherche est obtenu sur projet et sur projet compétitif. Merci. Allô. Je voulais juste ajouter un petit mot. Quand vous regardez en Afrique, surtout dans la sous-région, le Niger est l'un des rares pays à donner la bourse aux étudiants jusqu'au doctorat. Vous prenez le Cameroun, ils ne connaissent pas ce que c'est que la bourse. Ils se débrouillent pour arriver à la thèse. Donc, c'est des efforts qui sont fournis par l'État. C'est vrai, ces efforts sont insuffisants, mais comme ça a été dit ici, il y a de l'argent pour la recherche, mais il faut savoir aller chercher. Parce qu'au niveau des institutions internationales, il y a des financements
Et donc, c'est pour ça qu'il faut être curieux, visiter les sites, et notamment le campus universitaire. Si vous allez sur ce site-là, vous allez voir les propositions de bourses. Il y en a de plusieurs sortes, hein, avant le doctorat et post-doctorat. Oui, bonsoir. Bonsoir l'assistance. Bonsoir aux différents invités et au professeur Talibi, que je ne connais pas directement, mais que je connais pas, en tout cas dans les réseaux sociaux, et je suis beaucoup sa trajectoire depuis quelques années. Bon, en réalité, dès que j'ai observé la communication du lycée La Fontaine par rapport à la recherche, je me suis dit que c'est un thème extrêmement percutant parce que ça fait un bon bout d'années que j'ai constaté que la recherche au Niger, par exemple, n'est pas extrêmement valorisée. Et notamment, moi, j'ai un problème avec la recherche dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, les élèves sont souvent confrontés à des difficultés d'orientation, notamment au secondaire et jusqu'au supérieur. Parce que moi, parce que je ne me suis pas présenté, je suis étudiant en relations internationales, option sciences politiques, 3e année à l'université de Niamey. J'ai une autre vision de ce que c'est l'académisme ou bien l'intellectualisme et bien d'autres concepts. L'un des modèles ou bien l'une des conditions que l'Afrique doit brandir, c'est de reformer son système éducatif. Sinon, on sera toujours dans le trou. Par exemple, le professeur Talibi a parlé tout à l'heure du modèle camerounais. Je suis le fruit de cette nation camerounaise. Moi, je n'ai jamais connu la bourse ou toutes sortes de subventions étatiques au Cameroun. Mais à ma grande surprise, après que j'ai débarqué au Niger, après mon bac, parce que je suis venu ici après le bac pour continuer l'université, j'ai constaté que l'État du Niger fait énormément. Nous, en politique internationale, en relations internationales, ou bien en droit, autant pour moi, on parle d'un État interventionniste. L'État du Niger, c'est un État interventionniste. À tous les secteurs, l'État subventionne et dans ce cas, l'État ne pourra pas, en quelque sorte, avoir un produit, moi j'appelle ça un produit fini à la fin d'année. Donc, l'une des conditions que l'Afrique doit, y compris le Niger, doit faire, c'est de réinventer, par exemple, son modèle d'éducation. À partir de la 6e, comme proposition que moi j'avais eu à faire, après beaucoup de... On a une palabre, un groupe de palabres sur les réseaux sociaux. J'avais proposé d'initier, comme au Cameroun, par exemple, des conseillers d'orientation qui, à partir de la 6e, par exemple, on commence à orienter les élèves. Il y a un entretien. Je ne suis pas sûr que le Niger a la masse critique. Excusez-nous, monsieur. Excusez-moi, oui. Le temps est un C'est peu une compté réaction, pour les madame. questions. C'est Oui, très vous important ce que je avez suis en train de complètement dire. raison, mais est-ce que vous pouvez abréger un peu? Ok, Parce qu'on a en plus une dernière question. Ok, s'il en vous 2 plaît. minutes, je vais Merci rapidement beaucoup. passer. Donc, je ne suis pas sûr que le Niger a une masse critique de scolaires, mais là-bas, on parvient quand même à couvrir à tous les échelons de la 6e jusqu'en terminale, on parvient à couvrir l'ensemble des élèves. Donc, ça fait qu'il y a un conseiller pédagogique qui passe classe par classe. Et il y a un système, il y a un emploi du temps qui est défini chaque semaine. Voilà le conseiller d'orientation, le conseiller ou bien la conseillère passe, elle donne des orientations, elle s'entretient avec des élèves et en fonction maintenant des facultés mentales et psychologiques, on détermine, toi tu es habilité à faire quoi ou bien tu es habilité à ne pas faire tel. Ça fait que parfois on n'arrive pas au niveau de l'université avec des choix biaisés. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. Vous m'excusez parce que M. Talibi, il a un poste technique au ministère de l'Enseignement supérieur
J'estime qu'il est le mieux placé. Le mieux placé, et c'est pour cela que je reviens en réalité sur cette thématique. Ok, donc on va m'excusez. passer à la question suivante parce que monsieur, vous vouliez poser une question. Le temps est très, très court. ça Est-ce peut que aller. vous On pouvez pourra- abréger votre question? Ensuite, nous allons avoir une réponse très brève de Madame Sabo et clôturer. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Ok, bon, j'ai voulu dire beaucoup de choses, mais là, comme il a déjà monopolisé la parole, mais je profiterai quand même de remercier les panélistes, en particulier le professeur Talibi. Je suis effectivement son étudiant qui venait tout juste de soutenir sa thèse en philosophie du statut de l'opinion dans le progrès scientifique. J'aimerais effectivement dire un certain nombre de choses par rapport à l'expérience de la thèse. J'aimerais me dire qu'il y a un certain nombre d'obstacles, pour dire en termes d'obstacles épistémologiques, pour parler comme Gaston Bachelard. Au-delà du financement, il faudra que nous arrivions à comprendre que l'expérience de la thèse, c'est autre chose, c'est une autre vie. C'est une autre vie. On n'est plus dans la dimension étudiant, on est dans une dimension plus ou moins autonome de la recherche. Donc, pour ce faire, nous devons essayer de lutter d'abord contre nos anciennes habitudes, celles, par exemple, on connaît l'environnement social et culturel au Niger, où un certain nombre de choses, on n'arrive pas à se détacher de l'environnement familial, il y a des cérémonies, il y a beaucoup de choses, il y a des amis, ainsi de suite. Or, l'expérience de la recherche nous oblige à être beaucoup plus solitaires, et chose que nous n'arrivions pas à faire. Donc, au-delà du financement, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons surmonter à notre niveau d'abord. Ensuite, j'aimerais dire que j'ai bénéficié effectivement de la mobilité du gouvernement, d'une bourse de gouvernement français. J'ai effectué un stage de recherche de 6 mois à Paris, et là où j'ai beaucoup appris. Et là-bas aussi, j'ai fait un séjour d'une semaine à Berlin, en Allemagne aussi, où j'ai comparé deux mondes. Et ça m'a permis d'avoir une autre réalité, un autre pan de l'expérience de la recherche. Parce que les doctorants avec lesquels là-bas j'ai travaillé. Excusez-moi, si vous pouvez vous en tenir qu'à la Donc, question. la question, au-delà de ces obstacles épistémologiques qu'on vient de citer, ma question est la suivante au directeur de l'école doctorale et aussi un certain nombre de partenaires. Comment faire en sorte qu'il y ait, par exemple, des séminaires, parce que vous dites qu'il y a des fonds de recherche qui sont là, pour que les jeunes chercheurs que nous sommes, en post-doctorat ou bien doctorant, que nous arrivions au-delà du financement national, que nous arrivions à profiter de ces financements internationaux aussi, parce que ça peut nous aider beaucoup plus. L'une des difficultés surtout, c'est surtout la lettre d'invitation d'accueil de l'école en fait à l'étranger, c'est ça aussi. Et là, ça ne dépend pas, je pense, du gouvernement du Niger ou bien du directeur des thèses. Là, c'est à l'étudiant vraiment de se débrouiller sur le plan au niveau de l'Internet, ainsi de suite, et de vérifier, en tout cas en fonction de son profil de recherche, pour savoir s'il peut choisir son directeur de thèse, et il peut lui écrire par mail, et il peut lui répondre. S'ils arrivent à s'entendre, je pense que c'est facile. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu faire pour bénéficier de ce... Pour répondre à une des questions qu'un des doctorants ici a posées. Merci. Merci beaucoup. Donc, Madame Sabo, je vous demanderai de répondre en 30 secondes à cette question, s'il vous plaît, parce que nous sommes un peu pris par le temps. Merci beaucoup. Et désolé, ce n'est pas de notre faute. Hein. Donc, Mais... Ouais, mais elle n'a pas réactivé. Elle n'a pas réactivé son... Voilà, c'est bon, c'est réglé, c'est réglé. Et donc, je vais commencer par là où il a conclu. Au niveau de l'encadrement, c'est vrai, nous avons des difficultés pour avoir souvent des partenaires au nord dans le cadre de la mobilité de nos étudiants et souvent même de nos enseignants. Et pour plusieurs raisons, et peut-être il y en a qui n'ont jamais fait le nord, mais là, j'ai vraiment un appel à lancer. Et si, avec les partenariats et avec la coopération française, on peut créer un cadre d'échange
entre les enseignants du Nord et des enseignants du Niger pour qu'il y ait une mise en contact afin de faciliter la mobilité donc, des enseignants. Mais aussi, nous n'avons pas de système de sécurité, souvent qui n'est pas totalement favorable à ce genre de collaboration. Maintenant, pour les projets, les bourses sur Internet, c'est très possible parce que moi, j'ai encadré au moins 5 étudiants qui ont pu lever leur bourse sur Internet. C'est comme l'a dit Talibi, on peut faire meilleur usage de l'Internet pour lever les bourses. Moi, il y a des ONG que je ne connaissais même pas, si ce n'est pas donc, à travers donc, nos étudiants. Les bourses existent, on peut les lever. Moi, j'ai fait ma thèse de 3e cycle parce que j'ai fait 2 thèses. La thèse de 3e cycle, c'est après la soutenance que j'ai réalisé que j'ai levé 20 millions dans le cadre de la thèse de 3e cycle en allant à l'hôtel Gawai ou bien certains services spéciaux où la connexion, le débit était bon. Alors que ce n'est plus un facteur limitant actuellement. Et donc, les jeunes élèves, les jeunes étudiants, et faisons un usage ou bien un bon usage donc de l'Internet pour lever les fonds parce que l'État ne peut pas tout le temps, l'État ne peut même pas financer les bourses et la recherche comme nous l'attendons. C'est un peu compliqué, mais il y a de l'argent qui circule et de l'argent qu'on peut lever facilement. Moi, j'ai plusieurs exemples à travers des projets de recherche que j'ai même eu sur Internet ou bien au cours d'un débat ou bien au cours du journal télévisé. J'ai échangé, j'ai créé les conditions pour échanger avec le promoteur de ce projet-là pour placer 2 ou 3 étudiants. Donc, pour ne pas abuser de votre confiance, je vous encourage et vous dire que c'est bien possible parce que moi, mes collègues qui sont en panel en présentiel, nous existons et nous sommes prêts à continuer l'encadrement des jeunes pour assurer la relève. Je vous remercie. Donc, merci, mesdames et messieurs. Excusez-nous de ne pas vous avoir laissé répondre à ces questions-là. Donc, mesdames et messieurs, nous arrivons malheureusement à la fin de cette conférence. Tout d'abord, nous souhaitons remercier le panel ici présent, ainsi que tous les étudiants de l'Université Abdou Moumouni pour leur présence et leur temps accordé. Nous remercions également le CCFN de nous avoir accueillis. Et j'aimerais tout particulièrement adresser des remerciements à notre encadreur du CRMS, le professeur Ronan, ainsi qu'à que je demanderai de venir, s'il vous plaît. Et je demanderai à nos 2 professeurs qui se cachent au fond de la salle, M. Osseini et M. Fakayi, qu'on leur remercie. Et nous remercions aussi tout particulièrement notre proviseur, M. Bruno Asselin, qui est ici. Nous tenons aussi également à remercier tous les établissements ainsi que toutes les personnes présentes aujourd'hui qui ont bien voulu prendre de leur temps pour venir partager leurs connaissances ainsi que leur parcours. Avant de conclure, j'aimerais vous présenter l'équipe du webinaire du LAF qui, tout au long de l'année, a organisé plusieurs web sciences sur divers sujets, dont je demanderai de monter sur scène pour se présenter, chacun à leur tour. Bonsoir, je m'appelle Ajwal Rekia Isaka Samaïla et je suis en première A. Bonsoir, je m'appelle Kenza Neila Sambaré et je suis en première A. Bonsoir, je m'appelle Asta Mayaki, je suis en seconde B. Bonsoir, je m'appelle Léa Adeossi et je suis en première A. Bonsoir, je m'appelle Lala Fatouma et je suis en seconde B. Bonsoir, je m'appelle Solène Mali, je suis en première B. Bonsoir à tous, je m'appelle Ena Makako, je suis en première A. Bonsoir, je m'appelle Louise Sodalon et je suis en première A.
Donc, voici l'équipe technique de notre webinaire. Bonsoir, je m'appelle Ewen Goelo, je suis en première B. Bonsoir, je m'appelle Lucas Degers, je suis en première A. Et moi, je me présente, je m'appelle Maria Misaka Samila et je suis en première A. Merci à tous encore une fois et rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux webinaires. Merci.